Bon, merci. Merci beaucoup à tous ceux qui sont restés. Donc on va ouvrir ce débat et cette discussion. Alors vous avez vu, il y a plusieurs aspects quand on a parlé de ces états modifiés de la conscience. Alors à la fois avec une modification pharmacologique, qui est celle dont Lucie, Vincent et moi on a parlé, et puis il y a des états modifiés de la conscience qui sont liés aussi à l'action des psychothérapies et puis à d'autres types d'actions. On va essayer d'ouvrir déjà en revenant sur le concept de conscience. C'est vrai que c'est un concept qui est assez complexe, dont Lucie a parlé. Je ne sais pas si peut-être discuter un petit peu déjà cette notion de conscience par rapport aux théories dont on a pu parler. Oui, donc tu veux que je réexplique. Alors, en fait, moi, je suis vraiment de l'école de Stanislas Dehaene, donc c'est vrai que moi j'ai surtout travaillé sur ce modèle du Global Neuronal Workspace, qui suggère que l'expérience de la perception consciente repose sur ce partage d'informations entre différentes aires cérébrales. Et on voit bien aussi que ça, donc il y a à la fois des données de neuroimagerie qui confortent ce modèle-là, que c'est un modèle qui correspond bien aussi à certains aspects vraiment phénoménologiques de la prise de conscience, donc l'aspect séquentiel, l'aspect... changement de micro. Ça marche pas? Ah, c'est bon. Non. Non, ils vont s'éteindre dans 2 minutes. Okay. Des micros publics. Un micro qui marche pas, je crois. Pardon. Donc, à la fois des aspects de la phénoménologie de la conscience, donc le fait qu'on n'a qu'une information à la fois, le fait que l'attention joue un rôle important dans l'amplification et dans l'accès à la conscience, le fait que quand on a aussi une image en tête, ça antagonise, ça empêche les autres de venir. Enfin, il y a plein d'aspects comme ça qui collent assez bien avec ce que l'on peut observer soit soi-même, soit au gré des expériences. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce en quoi les différentes choses dont on a parlé aujourd'hui, donc les expériences de mort imminente, le sommeil, je crois les phénomènes de transcognitive, mais j'étais pas dans l'autre salle, voilà, et les psychédéliques pour ma part viennent impacter ces mécanismes-là. Mais il y a plein d'autres théories de la conscience dont je ne suis pas spécialiste. Sur ces théories de la conscience, parce que moi j'ai travaillé beaucoup avec Giulio Tononi et Kari Chiriki, qui ont une approche un peu différente, qui est plus basée sur une définition de la conscience qui va être moins liée à la perception et plus des phénomènes de conscience spontanée. Et je trouve que ce genre de distinction un peu illustre bien que les théories de la conscience ne se sont pas créées à partir de rien, mais se sont beaucoup basées sur des cas d'études spécifiques de la conscience. Il y a cette chose classique de la conscience qu'on peut définir soit comme conscience transitive ou intransitive, soit c'est un état, soit c'est un contenu. On est conscient de quelque chose. Et du coup, quand on regarde la conscience comme contenu, on essaye d'avoir un stimulus qui est présenté à l'individu, qui va l'intégrer, qui va avoir une prise de conscience de ce stimulus. Et on construit des modèles qui fonctionnent assez bien pour expliquer cette prise de conscience, comme le modèle du Global Workspace. Et puis après, quand on a des états de conscience, ça devient un peu plus compliqué, on va dire, d'utiliser uniquement cette conscience du contenu, puisque des contenus, on ne les connaît pas forcément. Par exemple, c'est le cas du rêve, où il faut demander à la personne, et la plupart du temps, elle l'oublie. Et donc, il va y avoir des modèles qui sont construits de façon un peu différente, qui vont regarder l'activité globale du cerveau et qui vont tendance à dire que pour être conscient, il faut avoir un cerveau qui intègre beaucoup d'informations, qui soit dans un état où on ne peut pas vraiment obtenir l'activité cérébrale à partir de ses parties, mais c'est un fonctionnement en tout. La plupart du temps, ces modèles font les mêmes prédictions quand on les teste sur des cas particuliers, mais ils font aussi des prédictions qui les distinguent les uns des autres. Et on arrive à un moment dans les neurosciences cognitives très intéressant où la plupart de ces modèles deviennent de plus en plus précis, font des hypothèses qui peuvent être testées, et on va peut-être pouvoir les distinguer. C'est le cas par exemple d'une fondation, la fondation Templeton, qui a donné beaucoup d'argent aux chercheurs pour tester leurs prédictions, les formuler premièrement et puis les tester dans des cas concrets. Donc on est vraiment dans cette situation un peu de remue-ménage des théories de la conscience, où petit à petit elles commencent à dialoguer les unes par rapport aux autres, mais pendant très longtemps c'était des dialogues très indirects, on va dire. Si quelqu'un veut ajouter quelque chose sur les théories de la conscience. Il y a des choses à dire sur la conscience. Les théories. Je suis pas sûr d'avoir... Donc ça marche le micro là, oui. Oui, merci de me donner le micro.
Mon point de vue de la conscience, il est un peu plus neuronal, si je peux me permettre, c'est-à-dire plus réducteur, presque réductionniste. Moi, quand je parle de conscience, je ne sais pas trop de quoi on parle, en fait. Alors, je me fie à un modèle qui est maintenant un peu classique, mais qui peut se discuter, hein, qui est un modèle bidimensionnel et peut-être même tridimensionnel de la conscience, dans lequel, et ça, aujourd'hui, j'ai eu du mal de temps en temps à faire la distinction entre ces différentes dimensions, c'est-à-dire une dimension qui est presque objective, c'est-à-dire l'état de vigilance, l'état de conscience au sens de l'état de vigilance. L'aspect qualitatif dont tu as parlé, du contenu de la conscience, donc quand on parle dans le langage de la neurophilosophie, on parle des qualia, et une troisième dimension qui est la dimension neuronale, c'est-à-dire les différentes propriétés, les différentes dynamiques des neurones individuels, des réseaux de neurones, qui vont être à chaque fois associés à la fois à un état de vigilance et à un contenu particulier de la conscience. Donc en fait, notre conscience, elle évolue comme ça dans un espace à 3 dimensions, avec une expérience à un instant T. Et cette expérience à un instant T, elle est définie à la fois, enfin elle va se développer sur un état de vigilance en relation avec certaines propriétés neuronales qui elles-mêmes vont définir le contenu de la pensée et l'état de vigilance. Donc c'est comme ça que je me représente le truc. Alors il y a un aspect paradoxal là-dedans, enfin, j'aimerais peut-être emmener ma pierre modeste par rapport à ce questionnement, qui est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé dans le laboratoire, enfin, et aussi avec Lionel Nakache. C'est un aspect un peu paradoxal de la conscience. Quand on est conscient et qu'on fabrique des images conscientes, comme on est tous en train de le faire en ce moment, on a l'impression que notre cerveau fonctionne très bien et de manière fiable. C'est-à-dire on va reproduire des pensées qui vont être variables, mais si je fais des stimulations visuelles rigoureusement identiques... Ton prénom, c'est Audrey. Si je stimule Audrey avec la même image, exactement la même image, et que j'enregistre simultanément à l'intérieur de son cerveau les neurones qui répondent à cette image, vu que mentalement, consciemment, tu me dis si je me trompe, tu vas te représenter à chaque fois la même image, on pourrait s'attendre à ce que la réponse des neurones soit toujours la même. En fait, elle n'est jamais la même. Donc en fait, elle n'est jamais la même. Pourquoi ? À cause de ce que j'ai montré, je ne sais pas ceux qui étaient là quand j'ai fait ma présentation, au début, il y a dans le cerveau, un cerveau vivant, conscient, il y a toujours un bruit de fond. Et ce bruit de fond, qui est dû à l'activité des synapses, conduit à une forme d'incertitude dans le fonctionnement cérébral, à la fois de manière endogène, mais aussi dans ses réponses à des stimulations. Donc il y a ce paradoxe-là qui est très important, c'est qu'un cerveau conscient qui fabrique des images consistantes, et je ne parle pas de ce que tu as montré avec les images psychédéliques, moi avec les drogues psychédéliques, quand tu as montré le film, je me suis senti très mal, moi. Enfin, j'étais super angoissé, je sais pas, je suis le seul, j'ai l'impression. Bon, enfin, bref. Donc là, ça m'a un peu perturbé. Mais donc, ces représentations, elles sont toujours les mêmes, mais avec une activité cérébrale qui fluctue. Et inversement, ce qu'on a montré avec Lionel chez des patients qui étaient dans des comas très profonds, des comas avec un électroencéphalogramme plat, ça, c'est un vrai paradoxe intéressant. C'est que si on stimule ces patients, en fait, on a des réponses, ce qui est déjà un peu nouveau, mais que les réponses sont toujours extrêmement fiables. Le paradoxe, il est là, c'est-à-dire un cerveau qui est incapable de produire une activité consciente va produire une activité neuronale extrêmement fiable et reproductible, alors que l'inverse est faux. Bon, c'est juste un truc que je voulais dire parce que en fait, c'est quelque chose qui a fait écho aujourd'hui avec pas mal de choses que j'ai entendues, mais je ne sais pas si ça peut aider à la réflexion. Donc on a ces conceptions de la conscience qui viennent des neurosciences, du contraste entre d'ailleurs le conscient et le non-conscient, la vie et la mort, l'utilisation des psychédéliques, d'un point de vue anthropologique et d'un point de vue de l'histoire notamment de l'utilisation de ces modulateurs des états de conscience. Qu'est-ce qu'on apprend de ce qu'est la conscience justement par rapport à cette histoire anthropologique ? Ça, c'est une question bien difficile que vous m'adressez, parce que c'est surtout des questions, moi, en vérité. Ce qu'on voit à travers la littérature ethnographique, c'est que déjà, il n'y a pas besoin d'avoir recours à des drogues pour qu'on ait des manifestations, disons, psychophysiques impressionnantes, extraordinaires, qui sont vécues comme telles, décrites comme telles. Et moi, la question que ça me fait poser, c'est à partir de quand peut-on considérer qu'un état de conscience est modifié ? Et pardon, parce que c'est le thème. Donc, sans aller chercher dans la littérature ethnographique ou historique, même mon expérience personnelle, ça m'arrive de ne pas assez dormir, ou d'être en colère, ou d'être amoureux, ou d'être fâché, et je sens que je ne fonctionne pas dans mon état normal. Donc,
la question que je poserais, c'est qu'est-ce qu'un état de conscience modifié? Et il existe justement une critique anthropologique de cette notion qui a été formulée par l'anthropologue Julien Bonhomme, qui dit en fait, ça ne nous dit pas quel est un état de conscience normal. Et puis, l'extension du concept est indéterminée, d'autre part. Donc, pardon à la question, je réponds à une question, mais je serais très curieux d'avoir les réponses des spécialistes de la conscience. Donc, finalement, il y a une sorte d'aberration un peu épistémologique à parler de ces états de conscience modifiés, puisqu'on vit dans une distorsion constante de notre état de conscience, finalement. Ce qui revient un peu à ce que tu disais d'ailleurs. En fait, je ne veux pas monopoliser la parole, mais c'est vrai que le contenu de la conscience, et même l'état neurophysiologique sous-jacent, n'est jamais deux fois le même. Jamais. C'est quelque chose que, on sait tous, je sais pas, quand on enregistre des activités neuronales, mais même on l'a de manière intuitive quand on vit jamais deux fois la même expérience. C'est ça que tu voulais dire peut-être aussi un peu, je sais pas, non. Et l'activité neuronale n'est jamais deux fois la même, en aucun cas, sauf dans certains cas de maladies très graves. Oui. Ça change tout le temps. Oui, je trouve que pour poser cette question, en fait, ça soulève aussi le fait qu'on le voit même dans la nomenclature, les réflexions, les débats autour de ça. On parle d'état modifié de conscience. Maintenant, on entend le terme état non ordinaire de conscience versus état ordinaire. On sent que déjà, la notion d'un état ordinaire, l'état le plus fréquent de notre conscience, on sent que la communauté scientifique réfléchit ardemment à la bonne nomenclature parce que, justement, est-ce que c'est en termes de fréquence de notre état de conscience? Ça soulève aussi la question de la modification. Qu'est-ce que c'est, en fait? Donc, voilà. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise avec le fait de parler de non-ordinarité plutôt que de modification, parce qu'en fait, je ne comprends pas complètement cette notion. Ordinaire, peut-être c'est plus fréquent, je ne sais pas. L'état le plus fréquent de notre conscience versus des états qui sont moins fréquents. Peut-être que je suis... Tu parles d'humeur? Non, moi peut-être que ce que j'aimerais ajouter, c'est qu'en effet, je partage totalement cette idée qu'en fait, on est dans un état de conscience qui est extrêmement fluctuant et qui évolue en permanence et avec plein de dimensions d'ailleurs, et pas uniquement une dimension de vigilance, une dimension de contenu, une dimension émotionnelle, ou que sais-je. Un point que je trouve intéressant et que j'aimerais bien aussi, pour ajouter encore un peu à la confusion qui règne, c'est que par ailleurs, on est soi-même assez peu conscient des modifications de son propre état de conscience. Par exemple, se rendre compte qu'on est en train de s'endormir, c'est pas toujours facile, évidemment, et c'est ça qui pose aussi parfois des problèmes. J'en suis la première victime. Mais il y a vraiment aussi, parfois, on a des troubles attentionnels, on s'en rend pas compte. Enfin, c'est en fait ce qui est très intéressant, et on le voit, je dirais, d'autant plus fort quand on fait des expériences sur la conscience avec des participants et qu'on leur demande de rapporter, on voit ce qu'ils nous disent par rapport à ce qu'on les voit faire. Et en fait, il y a aussi tout un décalage entre la narration qui est faite de son propre état de conscience, ce que nous, on peut observer en tant que scientifique avec des mesures reproductibles, ou qu'elles soient qualitatives ou que ce soit des mesures quantitatives. Et donc, en plus de cette fluctuation qu'il y a en permanence de nos états de conscience, de cette complexité, de ce caractère un peu protéiforme, on est soi-même bien en difficulté pour en être des témoins fiables, même si c'est quand même, en même temps, ça a été aussi toute une question dans l'histoire de l'étude de la conscience, de quelle fiabilité on peut accorder au rapport subjectif, mais ce rapport subjectif et les biais qu'il comporte est en soi un objet d'étude, et les mécanismes de ces biais sont aussi extrêmement intéressants à étudier, et j'allais dire d'autant plus dans le champ de la psychiatrie, où un certain nombre de troubles psychiatriques peuvent être appréhendés à la lumière d'un trouble de la conscience et des difficultés d'introspection, absolument, de conscience du trouble, etc. Oui. Pour cette question qui est en effet, on peut dire que la conscience est sans arrêt modifiée, donc il n'y a pas d'état de modifié, enfin il n'y a pas d'état de conscience qui ne serait pas un état modifié, mais il y a quand même une distinction à mon avis qui peut être intéressante, qui vient de la médecine philosophie des sciences, c'est cette distinction entre le normal et le pathologique. Donc on peut déjà essayer de considérer des états de conscience pathologiques ou qui peuvent être induits pour simuler une pathologie, donc des choses qui n'arriveraient jamais à un individu normal, non pathologique. Alors après, on peut essayer de définir la pathologie, etc. Mais il est clair qu'il peut y avoir des situations de conscience qui ne se produisent pas dans un individu qui n'aurait pas une particularité neurologique précise, par exemple dans le cas de l'épilepsie, par exemple, ou dans d'autres maladies neurologiques. Donc là, on a un substrat et on sait qu'on a quelque chose qui est unique.
Et après, dans le normal, du coup, ça va être une sorte de gaussienne et on va avoir des choses qui sont non ordinaires. Mais le non ordinaire chez un individu, je ne sais pas, comme moi, qui a une vie triste, et le non ordinaire chez une rockstar qui prend du LSD tous les jours est peut-être très différent. Et donc peut-être qu'il faut avoir, d'une société à l'autre, le non ordinaire devient ordinaire et vice-versa. Donc là, on aura toujours des choses qui sont très arbitraires, et peut-être que ce qu'on considère des états de modifiés seront pour les générations futures qui seront peut-être exposées à beaucoup de réalités virtuelles, par exemple, ou beaucoup d'interactions sociales dématérialisées. Peut-être que pour eux, ce sera des choses qui ne sont pas si non ordinaires que ça. Donc, très certainement, sur certains cas, les définitions vont évoluer. Sur d'autres, elles sont déterminées par notre biologie et l'épilepsie restera l'épilepsie et ça sera toujours quelque chose de très particulier par rapport à ce que tout un chacun peut faire l'expérience, même si on aura sûrement de plus en plus d'outils pour donner l'expérience à des gens normaux de ce que c'est que d'être différent. Et ça, c'est peut-être aussi quelque chose qui est très beau de notre technique, c'est qu'on est capable d'avoir un peu l'idée de ce que c'est que d'être autrui. On est beaucoup plus... peut-être on retrouve peut-être une curiosité pour ces états particuliers de conscience et on arrive à les simuler, ce qui peut être aussi intéressant pour mieux se comprendre les uns les autres, parce qu'on se pose curieusement très peu de questions sur ce que c'est qu'être conscient pour l'autre. Souvent on a l'impression que tout le monde est pareil, et en fait quand on creuse, il y a des choses très très particulières. Non, j'ai pas là, parce que tu parlais du cas de l'épilepsie, et c'est vrai qu'il y a des cas assez surprenants et qui questionnent un peu ce que tu as dit d'ailleurs, qui est le cas des pensées forcées. Les pensées forcées, c'est très étrange. Il y a des patients qui racontent ces expériences, qui sont des crises partielles, qui provoquent ce type de sensations étranges, où le patient, c'est ce qu'il dit, hein, se sent obligé à penser quelque chose à laquelle il ne veut pas penser. D'accord ? Enfin, vous connaissez ce truc-là. Bon. Et moi, ce qui me sidère dans ça, parce que je suis épileptologue, hein, et moi, ce qui me sidère là-dedans, c'est la capacité... et là, c'est plus à vous de me répondre qu'à moi. La capacité je vais dire une grossièreté, hein, d'un esprit conscient, je ne crois pas à ce truc-là, mais je préfère le dire comme ça, d'accord ? Être capable de juger lui-même de l'incongruité d'une pensée qui est produite par son propre cerveau, qui est lui-même responsable de son état de conscience. Donc ça crée une sorte de, je ne sais pas comment le qualifier, une sorte de dissociation. C'est comme si le patient, et j'aimerais savoir comment vous l'interprétez, chers collègues, est capable de savoir que cette pensée qu'il a n'est pas la sienne. Ça, moi, je continue à être sidéré de cette situation. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez ce que je veux dire aussi ? C'est bizarre, hein ? Bon, c'est quelque chose qu'on retrouve, que les psychiatres connaissent très bien aussi, hein, parce que dans les symptômes psychotiques, on a très souvent donc, ces injonctions de pensée, ces espèces de pensées qui surviennent et que le sujet n'arrive pas à contrôler. Très souvent, il y a une anosognosie chez les patients qui ont une schizophrénie, c'est-à-dire qu'ils se disent c'est quelqu'un qui a mis en place cette pensée, il y a un être qui est à l'intérieur de moi ou une puce électronique qu'on m'a mis. Mais parfois, on a quand même une capacité à maintenir une métacognition et à maintenir un bon insight et de se dire mais ce truc-là, notamment des patients qui ont un trouble qui est traité depuis longtemps par de la psychothérapie, par de l'accompagnement, où on apprend à différencier ce qui est du soi et ce qui est du non-soi. Et finalement, ils arrivent à se dire, mais cette pensée-là, c'est une pensée intrusive. C'est quelque chose qui a été généré par l'activité aberrante de mon cerveau, et c'est un peu intrusif. Et ça, ce côté métacognition, c'est quand même quelque chose qui est assez étonnant par rapport à la conscience. Comment est-ce qu'on intègre la métacognition, justement, dans les modèles de la conscience dont vous avez parlé ? Moi, j'aimerais bien compléter sur cette sémiologie aussi, parce qu'elle est effectivement très riche, parce qu'en fait, on voit que le sentiment d'étrangeté n'est pas forcément lié au sentiment d'incongruité. Par exemple, les gens qui ont des troubles obsessionnels compulsifs, ils ont des pensées qu'ils considèrent comme incongrues et avec lesquelles ils se sentent en désaccord, mais qu'ils n'arrivent pas à chasser et dont ils se sentent quand même les propriétaires. Donc ils voient bien que ces pensées leur appartiennent. Ensuite, on a en effet ces patients qui ont des symptômes psychotiques, qui ont ces pensées intrusives et qu'ils arrivent à identifier comme venant de leur pathologie, quand en effet ils ont une bonne conscience de leur trouble, mais comme ils ont un vécu d'étrangeté, vraiment d'intrusion, et puis quand ils n'ont pas conscience du caractère pathologique de ces manifestations, ils vont les rationaliser avec ce que tu as expliqué, on m'envoie des ondes, il y a un dispositif qui permet de mettre ça dans ma tête, la télépathie, enfin bref, et avec des constructions délirantes. Donc il y a vraiment, je dirais, plusieurs niveaux, mais j'ai l'impression que la question porte surtout sur la dimension de l'agentivité, et c'est vrai que
Alors, elle est liée à la question de la conscience, mais il y a aussi toute une littérature qui est en fait très en lien avec la question de la prédiction et qui stipule, qui suggère qu'en fait, on s'approprie quelque chose comme étant nôtre quand on a voulu faire quelque chose, que ça se réalise et on se dit c'est moi qui l'ai fait. Un peu comme, je ne sais plus qui parlait de Spinoza aujourd'hui, mais la pierre qui vole et qui avait envie de le faire à ce moment-là, on l'a jetée, elle avait envie de voler à ce moment-là, elle se dit super, je sais voler, quoi. Parce on fait une détection de coïncidence entre ce qu'on veut et ce qui se produit et on a l'impression que ça vient de nous. Et ça, c'est des illusions qu'on peut parfaitement mettre en place, ou au contraire, on peut générer une sensation de non-agentivité en décalant, par exemple, dans le temps, une action et ses conséquences. Et on voit bien qu'il y a un lien en fait très fort entre ce qu'on veut faire, ce qu'on fait, et le retour sensoriel que l'on a de cette action pour se dire « Ok, cette action-là, c'est bien moi qui l'ai fait, c'est bien moi qui en suis à l'origine ». Et pour ce qui est des pensées, typiquement dans la schizophrénie, il y a beaucoup de disconnectivité, donc les aires cérébrales ont du mal à communiquer entre elles, et ça a été vraiment bien établi dans les études. Et donc, on peut imaginer que parce que le message passe pas bien, il y a peut-être un ralentissement de ce message, ou il y a peut-être des messages qui passent par des voies un peu détournées, pour le schématiser un petit peu, et que donc, en fait, on perd la propriété de ce qui se passe, ou alors qu'il y a des activations spontanées, et notamment à l'aune de ce qui a été expliqué de l'activité spontanée du cerveau, qui va entraîner des espèces d'entrées de certaines informations dans l'espace de conscience, mais qui ne vont pas être perçues comme étant des entrées qui ont été désirées, et donc qui sont vécues comme extrêmement intrusives, quand bien même elles viendraient du monde intérieur. Alors, je me permets de rebondir parce que ce qui a été partagé là, ce que tous les deux vous venez de décrire, en fait, c'est ce qui est quasiment vécu par les personnes qui sont dans un état de transe volontaire, non pathologique, et qui en sortent, du coup. C'est-à-dire que le sentiment la manière avec laquelle souvent cette expérience est décrite, c'est quasiment de se dire « je est un autre », en gros, et de sentir que des actions sont déclenchées de façon spontanée, volontaire, par quelqu'un qui est soi, mais qui n'est pas le soi commun, ordinaire. Du coup, cet état dissociatif, et il y a du coup le mécanisme de j'ai conscience que ce sont mes actions, ce sont des actions qui sont à moi, mais que ce moi est un autre. Et pourtant, ce n'est pas pathologique, en fait. Et donc, je n'ai pas d'expertise, par exemple, comme vous, en termes de clinique, mais en même temps, en vous entendant décrire tout ça, je me dis, mais oui, par exemple, c'est aussi ce qui est vécu par des gens qui vivent ces transes auto-induites, cette légère dissociation, et qui s'arrête, en fait, à un moment donné. Aussi. Et donc là, la notion d'agentivité, la notion de perception de soi, elle est centrale aussi dans cet état. On a parlé d'une différence d'ailleurs entre le vécu psychédélique au sens pur et le vécu dissociatif, qui est associé donc à d'autres types de molécules comme la kétamine. Dans l'histoire de l'utilisation des psychédéliques et notamment l'utilisation rituelle, quelle était la place justement de cette phénoménologie dissociative? Est-ce que c'est quelque chose que tu as retrouvé dans les écrits, quelque chose qui avait vraiment une place par rapport à la phénoménologie hallucinatoire, par exemple, qui est très décrit notamment dans l'utilisation rituelle? Alors, merci pour la question. Moi, je n'aurais pas employé le terme dissociatif, en tout cas pour les substances que je connais le moins mal, qui sont donc les substances psychédéliques classiques, en l'occurrence les champignons hallucinogènes du Mexique. Et contrairement à ce que j'entends souvent dans les conférences, disons les présentations des psychiatres américains ou anglais sur l'utilisation très ancienne des champignons hallucinogènes dans des buts thérapeutiques, ce qui ressort de la littérature ethnographique du XXe siècle ou des observations du XVIe siècle, c'est que l'essentiel des utilisations qui sont décrites sont des utilisations divinatoires. Si c'est dans un cadre de soins, c'est plus pour le pronostic. Et on n'administre pas forcément la substance à la personne qui souffre, mais c'est la personne qui est censée guérir qui prend la substance, qui dit bon bah lui va mourir, et lui va vivre, et lui ça vaut le coup d'aller chercher un médecin. C'est aussi très intéressant ce qui se dit dans la littérature coloniale du XVIe siècle. Des gens, dans le couronnement par exemple du roi aztèque Moctezuma, deuxième du nom, des cérémonies d'ingestion collective de champignons, et les gens voient comment ils vont mourir. Je reviens au XXe siècle. Une autre utilisation qui a été décrite donc, dans la Sierra Mazatec, c'est que si quelqu'un a fait un voyage, on aimerait bien avoir de ses nouvelles, il n'y a pas de service postal, donc on va voir le curandero, la curandera, qui prend les champignons et qui va décrire ce que la personne fait. Et là où ça devient vraiment très mystérieux, si je peux me permettre de rajouter du mystère dans les flous terminologiques et sémantiques, c'est que
les ethnologues et même le mycologue dont je parlais tout à l'heure, se sont prêtés aux prédictions de ces gens-là, ont été ébranlés dans leur rationalité, en fait. On leur a fait des prédictions, ils l'admettent à demi-mot. Pour moi, c'est un délice de ma recherche, c'est de voir que à l'Académie des sciences ou dans les publications, on ne parle pas de ça, mais quand ils sont entre eux dans leur correspondance privée, ils disent « Mais c'est incroyable, les prédictions se sont réalisées, qu'est-ce qu'on va faire avec ça ?» Voilà un nouveau chapitre qui pourrait s'ouvrir. Mais oui, donc ce vécu hallucinatoire est soit perçu comme un moyen de communiquer avec le monde des déités, des divinités, et chez qui on va chercher des informations. Voilà. Et pour rebondir avec ce que vous disiez aussi tout à l'heure, c'est vrai qu'en vous entendant discuter, on oscillait entre le registre du normal, du pathologique, mais que l'utilisation de ces drogues, elle peut être assez banale dans d'autres cultures. Et donc, je pense que ça nous force à sortir de ces catégories normatives du normal, du pathologique, peut-être pour explorer une nouvelle catégorie d'extraordinaire. C'est la question que je voulais te poser tout à l'heure, mais en fait, on n'avait pas le temps. Est-ce que tu as travaillé sur l'affaire de Pont-Saint-Esprit ? Alors, je dis ça, juste, je continue ma question après, parce que là, c'était une condition un peu particulière d'administration de drogues hallucinogènes, parce que les gens, moi, je suis de la région et j'ai vécu dans mon enfance les histoires, les rumeurs, tu sais, terribles qu'il y a eu sur cette affaire, avec éventuellement des théories du complot, tu dois connaître aussi. Parce que là, les gens qui ont pris ça, ils ne savaient pas qu'ils prenaient ça. Ah oui, tu veux... D'accord. Alors, à Pont-Saint-Esprit, donc c'est dans votre coin, dans le Gard, je crois, il y a eu un syndrome inexpliqué où des gens, après avoir consommé du pain, ont eu des comportements aberrants. Il y a eu 1 ou 2 morts, je crois. Ah non, beaucoup plus. Beaucoup plus ? Beaucoup plus. Bon, il y a eu des morts, il y a eu des comportements étranges au point où on s'est demandé, est-ce que ces gens-là n'ont pas pris du LSD, ou est-ce que le pain... Enfin, est-ce que le pain était contaminé avec de l'ergot de seigle? Donc, il y a des théories complotistes. C'est la CIA qui a donné du LSD quelque part dans un village français pour voir ce que ça fait. Ça, la CIA, c'est ça. Et, bon, alors, je suis tombé sur cette histoire dans les sources que j'exploite à travers une correspondance entre Albert Hofmann, le chimiste qui a inventé le LSD, et Roger Haim, donc le mycologue qui a participé à la découverte des champignons hallucinogènes du Mexique. Et dans leurs échanges, déjà, les deux sont persuadés que ça n'a rien à voir avec le LSD. D'ailleurs, il y a eu des morts, et je ne crois pas qu'on connaisse la dose létale chez l'homme du LSD. En fait, il y a eu des suicides. Hein. Enfin, moi, c'est ce qu'on m'a raconté quand j'étais enfant. Je crois que c'est vrai. Je crois qu'il y a des enfants, il y a des gens qui se sont défenestrés, tu vois, et qui ont été pris de panique parce que quand tu montrais les images tout à l'heure, imagine que tu n'es pas préparé à voir ça. Parce que là, tu vois, là, c'est des gens, c'est... Oui, ça soulève la question. Parce que, qu'est-ce que ça donne, cette drogue, là, j'entends dire beaucoup de bien des drogues psychédéliques, ouais. je suis un peu effrayé. Je me dis, mais merde, mais c'est quand même extrêmement dangereux. Il faut imaginer la déstabilisation psychique, si je peux me permettre de ce terme un peu grossier, que ça peut produire. On sait même des stars, des rockstars qui ne sont pas revenus de l'utilisation massive de ces drogues, non? Alors, il y a plusieurs questions à la fois. Non, mais je voudrais rebondir sur deux choses. C'est la condition dans laquelle on les prend. Absolument. Et les effets que ça peut produire. Alors, oui. À 100 doses, là où on a inventé le LSD. Et le fait que d'en prendre chroniquement, ça peut quand même bousiller le cerveau des gens. Il faut peut-être le dire, non? Ah, mais avant que tout le monde crucial, sorte justement. Et aille voir son dealer pour lui acheter du... Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, alors, c'est hyper texte comme discussion, parce que je crois que... À 100 doses, on a mis du LSD dans le café d'un collègue, et il est parti traverser à la nage... C'était à Bâle, donc ça devait être le Rhin. Et lui, il a eu des troubles psychiatriques prolongés. Et c'est marqué dans le célèbre livre d'Albert Hofmann, LSD, mon enfant terrible. Et donc, on a donné du LSD à quelqu'un sans lui dire qu'on le faisait. Et ça lui a posé de très graves problèmes. Pour revenir à l'affaire du Pont-Saint-Esprit, juste ce que je peux en dire à travers l'exploitation de mes archives, c'est que ni Albert Hofmann ni Roger Haim pensaient qu'il y avait eu une drogue hallucinogène ingérée. Peut-être qu'il y a eu un très fort surdosage d'un fongicide à base de mercure sur le grain qui a été utilisé pour faire le pain, et que ça pourrait être ça. Donc je crois qu'il n'y a aucune réponse là-dessus. Donc ça, c'était pour répondre à la question. Mais l'ergot de seigle provoque aussi me semble-t-il, je parle sous le contrôle des médecins, des constrictions
des veines. Enfin, il y a des gangrènes, des douleurs atroces au niveau des extrémités qui provoquent la perte des membres. C'est connu au Moyen-Âge sous le nom du mal des Ardents ou du feu de Saint-Antoine. Et on n'a pas observé ça à Pont-Saint-Esprit. Je crois que le mystère reste entier. Mais par contre, ce que vous avez dit qui est crucial, quand on décrit l'effet des substances psychédéliques, on les décrit souvent chez des gens qui savent. Ou alors, soit ils ont un placebo, soit ils l'ont, ça c'est dans le cas des essais cliniques, ou dans les usagers, ils savent ce qu'ils prennent. Mais c'est vrai que c'est intéressant de regarder ce que ça fait sur des gens qui ne s'y attendent pas. Ça me permet peut-être de dire ce que j'avais prévu de dire, mais pardon, ma présentation était trop longue. Et du coup, pardon si je suis encore trop long maintenant, mais je tenais à m'excuser auprès des organisateurs. Mais j'ai retrouvé une famille qui, sans faire exprès, a pris des champignons qu'ils ont confondus, une espèce tropicale, dans la région de Menton. Et c'est assez fabuleux. Donc, dans les coupures de presse que j'ai montrées très brièvement, vous voyez qu'une mère de famille a déclaré le lendemain qu'elle était prête à le refaire. J'ai pu interroger toute la famille. Donc, ça s'est produit en 1965. Je les ai interrogés il y a de ça 4-5 ans. Et la fille de 9 ans qui a pris une très très forte dose de psilocybine dans un repas m'a dit, dans un premier temps, c'était sensationnel. Elle riait. Alors, ce n'était pas le cas de son grand frère, qui lui était prostré en se disant qu'il avait des vertiges et il ne se sentait pas bien du tout. Alors, à ce moment-là, elle ne savait pas encore qu'ils avaient pris les champignons hallucinogènes. Elle a couru dans toute sa maison en battant des bras, en ayant l'impression de voler. Son frère n'allait pas du tout. Quand la mère s'est demandé pourquoi son fils avait les cheveux verts, elle s'est doutée qu'il y avait un problème avec les champignons. Elle a averti ses enfants qu'ils avaient pris un champignon qui était mauvais. Donc là, la petite fille pour qui c'était sensationnel, elle s'est vue vivre un cauchemar au milieu d'un cimetière avec des tombes. Elle est tombée sur sa propre tombe. Le ciel s'est ouvert, elle a cru mourir. Donc ils ont réussi à aller à l'hôpital. Lavage d'estomac qui n'a servi à rien, certainement neuroleptique. Ils sont sortis quelques jours après. Tout allait bien. Vous avez vu la mère qui a dit « Je recommencerai s'il le faut ». Et quand j'ai discuté, donc une dizaine d'années plus tard, avec la petite fille, elle m'a dit « Mais en fait, c'était tellement bien que je n'ai plus jamais repris de drogue, mais j'ai passé mon brevet de pilote pour faire de la voltige. » Et c'est pour ça que j'avais cette slide avec un avion qui fait des loopings. Et elle dit aussi que quand elle voit un oiseau, quand elle est en montagne, au bord de la mer, elle arrive à se projeter dans le corps de cet oiseau et à planer au-dessus du monde comme ça. Et ça, c'est des histoires d'administration non intentionnelles. Il y en a dans la littérature médicale anglaise et française au 19e siècle, avec certainement des psilocybes aussi. Là, on comprend que ni les médecins ni les patients comprennent ce qui leur est arrivé. Et le dernier cas, et après je m'arrête là, que je trouve assez sensationnel, c'est un médecin allemand de Silésie, très méchant, qui s'appelait Johannes Bressler, qui allait adhérer au parti nazi. Il a fait ses expériences vers 1918, si ma mémoire est bonne, sur des gens. Il leur donne de la mescaline sans leur dire ce que ça va faire. Et eux aussi ont des expériences de type mystique et spirituel, avec des visions de la Vierge Marie qu'ils décrivent dans leur grand manteau bleu. Et ça, je trouve ça intéressant du point de vue phénoménologique, cette sensation de vivre quelque chose de sacré en lien avec la culture et ce qu'on pense savoir de la religion. Pardon, j'étais un peu long, mais j'avais très envie de partager ces choses avec vous. Ouais, donc juste, en effet, je pense qu'il n'est pas question de faire l'apologie de molécules. C'était pas l'objet. En fait, enfin, en tout cas, moi, j'ai essayé de décrire, puisque la question était celle des états modifiés de conscience. Je pense que c'est en effet des molécules qui provoquent ça. On a vu dans les effets cérébraux que ça amplifiait la réceptivité à l'environnement. Et quand on parle de l'environnement, encore une fois, je pense qu'il faut parler de l'environnement extérieur, mais de l'environnement intérieur aussi. Et c'est la question qui avait été posée sur ce qu'on appelle le set and setting, c'est-à-dire la disposition d'esprit dans laquelle on est au moment où on prend ces molécules et l'environnement qu'il y a autour de nous quand on prend ces molécules. Et ces deux facteurs sont cruciaux. Et aujourd'hui, il y a aucun débat, je pense, personne ne défendrait la prise de psychédéliques sans une préparation et un accompagnement digne de ce nom pour justement éviter les vécus anxieux. D'autre part, mais par contre, c'est évident que les prises accidentelles, alors
il se peut que parfois elle se passe bien, tu en donnes des exemples. Ça peut être aussi cauchemardesque, à commencer par Albert Hoffman, qui quand même la première fois qu'il a pris du LSD par inadvertance en se frottant les yeux ou que sais-je, il a cru qu'il devenait fou, et c'était pas du tout une partie de plaisir. Et je pense qu'on peut tous s'imaginer que si on se retrouve brutalement dans un état très différent de notre état habituel, sans explication, c'est extrêmement angoissant. Et c'est d'ailleurs, si on doit faire une analogie, quand les patients ont des épisodes psychotiques aigus et que brutalement la réalité devient différente, c'est évidemment extrêmement angoissant pour l'immense majorité d'entre eux. Parfois c'est mystique et c'est agréable, mais enfin de façon générale, changer de perception, c'est très angoissant. Et c'est pour ça que c'est la spécificité, j'allais dire, de ces molécules, c'est qu'on ne peut pas les donner comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a tout un dispositif médical qui doit être mis autour. Après, dans le cadre récréatif, les gens sont bien évidemment beaucoup plus libres de ce qu'ils font, même si c'est en marge de la loi, ils font leur tambouille. Mais souvent, c'est des gens qui, en fait, dans la majorité des cas, sont quand même assez au courant, s'entourent de personnes qu'ils connaissent. Et c'est pas si facile que ça de se procurer ces molécules. Et même s'il y a aussi des personnes, et les accidents d'ailleurs qui existent et qui ont été documentés, moi j'en ai même vu dans ma pratique clinique, des accidents en effet de passage à l'acte sous l'emprise de psychédéliques, c'est souvent parce que les gens ne sont pas préparés, font des erreurs de dosage, sont seuls, ne sont pas, en fait, les prennent dans un mauvais contexte. Et je crois que le message principal, si ça doit être un message de prévention, c'est que ces molécules ont peut-être des intérêts, en tout cas elles ont des spécificités qui peuvent être exploitées, en l'occurrence dans le champ de la médecine, mais que bien évidemment, une consommation sans aucune précaution est dangereuse pour un certain nombre de personnes qui soit ont des vulnérabilités, soit vont se retrouver dans un état d'angoisse qu'elles ne sauront pas gérer. Et là, on est tout à fait d'accord là-dessus. Ce qui compte vraiment, c'est l'accompagnement. C'est pour ça que c'est des modèles de psychothérapie assistée ou augmentée, et c'est jamais des prises seules de ces molécules. Après, il y a des effets indésirables, notamment si on revient à la clinique, à la psychiatrie, qui sont parfois assez paradoxaux, qu'on voit avec tous les antidépresseurs en général d'ailleurs, où des gens se suicident juste après l'introduction d'un traitement, au moment où on a l'impression que les choses pouvaient s'améliorer. Parce que dans la réponse à un antidépresseur, il peut y avoir des symptômes qui sont plus physiques, qui sont plus liés à cette sensation un peu que les membres sont englués, que les membres sont comme du plomb, qui disparaît, qui est levé, sans forcément de modification directe des cognitions. Et donc même quand quelqu'un vit très très bien son expérience sous kétamine ou très très bien son expérience sous psilocybine, il peut y avoir cette espèce d'effet paradoxal où on retire un peu les liens qui l'entravaient pour se donner la mort. Et donc il peut y avoir aussi ce passage-là suicidaire à ce moment-là. Donc c'est quelque chose auquel on fait très attention en clinique de la dépression, de façon globale pour toutes les molécules antidépressives, et particulièrement pour les antidépresseurs d'action rapide, comme la kétamine, comme la psilocybine, qui sont des molécules qui vont modifier beaucoup plus rapidement les symptômes que les autres molécules habituelles. Compléter très rapidement, un autre effet aussi qui peut favoriser le risque de passage à l'acte, c'est au contraire des sensations d'invincibilité et d'immortalité ou ce genre de choses. Donc parfois les gens ne sont pas du tout dans un état d'angoisse ou dans un état de mal-être, et c'est pas pour ces raisons-là qu'ils vont commettre un acte suicidaire, mais c'est plutôt parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont des potentialités supérieures. Après, encore une fois, dans la littérature, aujourd'hui les psychédéliques, ils sont quand même consommés depuis assez longtemps par toute une frange de la population underground qui n'est pas très nombreuse, mais qui consomme assidûment ces molécules, et ça reste des accidents qui sont assez rares, qui, je crois, ne doivent pas nous faire reculer devant le potentiel thérapeutique qui peut sauver peut-être beaucoup de personnes s'il est avéré et s'il est confirmé. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas faire l'économie de la prise en charge de ces risques. Peut-être une petite question au final là-dessus, parce qu'un truc que je trouve très intéressant avec ces cas un peu particulier de prise de psychédéliques, c'est comment une expérience peut changer le reste d'une existence, en fait. Et on pourrait se demander si vraiment les psychédéliques pouvaient avoir cet effet à vie. On devrait voir quelque chose dans le cerveau d'incroyablement manifeste. Or, si je ne me trompe pas, en fait, non. Donc du côté un peu théorique, il y a des propositions théoriques, notamment des gens qui disent que toute conscience est toujours par rapport à ce dont on n'est pas conscient. Donc si on fait l'expérience un jour de quelque chose d'incroyable, ça va affecter la façon dont on est conscient pour le reste de notre vie, puisque la mémoire de cette expérience nous servira du coup à distinguer l'instant présent par rapport à ce qui a été vécu dans le passé. Donc, le problème de ça, c'est une vision qui est très très théorique. Comment dans le cerveau, en fait, on pourrait expliquer qu'une seule prise puisse avoir ses effets sur le long terme? Est-ce que c'est quelque chose de très idiosyncratique à l'individu, ou est-ce qu'on a des pistes pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau pour expliquer
une connexion avec les oiseaux jusqu'à la fin de son existence, parce qu'un jour, on a pris les mauvais champignons. Oui, alors il y a quand même des choses assez intenses qui se passent dans le cerveau sous psychédélique, avec vraiment des modifications assez drastiques de la manière dont le cerveau fonctionne pendant un temps donné. L'empreinte que ça peut laisser, je crois qu'il y a plusieurs manières de le formaliser. En fait, on peut parler simplement en effet, d'une forme de mémorisation de cette expérience inhabituelle, un peu comme ce que tu viens d'expliquer, et quelque chose qui va marquer définitivement du fait de son intensité, je dirais, dans le vécu subjectif et de la trace mémorielle de cette expérience. C'est quelque chose d'ailleurs qu'on observe en pratique avec par exemple la kétamine, puisque aujourd'hui on ne peut pas administrer les psychédéliques en France dans le cadre d'essais thérapeutiques. La kétamine en revanche on l'administre régulièrement pour le soin, et on voit que les gens parfois, l'expérience de pouvoir être dans un autre état va les marquer et va être un vecteur aussi d'amélioration, parce qu'ils vont se dire je ressens des symptômes dépressifs depuis 20 ans et là enfin après une prise de kétamine je me sens mieux, je pensais que c'était plus possible. Et donc ça c'est quand même un support sur lequel on peut construire ensuite un travail psychothérapeutique et puis une amélioration. L'autre chose, c'est qu'il y a quand même ces changements structurels, et aujourd'hui les antidépresseurs d'action rapide, mais aussi pas d'action rapide, on sait qu'ils changent la structure du cerveau, alors pas à la même vitesse, pas sur la même durée, et on a quand même le sentiment que ce changement structurel de connexion cérébrale, il est plus fort sous psychédélique, il dure plus longtemps sous psychédélique, et c'est peut-être ça qui fait la singularité de ces molécules. Alors bien évidemment, ils ne se créent pas au moment de la prise, on ne sait pas exactement la temporalité avec laquelle se créent ces modifications de connectique, mais vraisemblablement, ils créent aussi le support d'une amélioration durable. C'est vrai aussi avec la cocaïne. Ça augmente la pousse des épines dendritiques de manière fulgurante. Donc il y a des effets. En fait, c'est assez rapide. C'est assez rapide. Après, il y a de la régression éventuellement, mais ça change la structure des réseaux très très vite. Alors, il y a une slide que j'ai aussi passée beaucoup trop vite, mais il me semble qu'elle est aussi très très intéressante. Et ça ne répond pas vraiment à la question, mais ça la rend encore plus compliquée. Apparemment, une expérience psychédélique forte peut modifier les croyances métaphysiques. Et les croyances métaphysiques. Et c'est grâce à vous que j'ai appris le mot, les croyances doxastiques. Non, je sais pas, un mot très élégant que j'emploierai désormais. Et donc la vie change quand on est finalement persuadé que la conscience flotte partout et qu'elle n'est plus produite par le système nerveux central. J'ai par exemple retrouvé des films qui montrent des essais sur des volontaires sains en 1959 où on voit une personne être persuadée que le micro qui l'enregistre est animé, elle peut discuter avec elle. Quand on revient d'une expérience pareille, on ne voit pas plus le monde de la même façon. Je ne sais pas si ça laisse certainement une signature biologique. Alors je suis complètement incapable de l'imaginer. Mais il y a des expériences qu'on vit, on en revient transformé. Et aussi cette dimension mystique. Donc qu'est-ce que c'est cette sensation d'être interconnecté avec tout. Mais il y a aussi, c'est décrit par les gens qui ont cherché à définir ce que c'est qu'une expérience mystique ou spirituelle, comme Walter Stace et comment s'appelle l'autre, Ralph Wood. C'est la sensation du caractère sacré de l'expérience. Et on ne peut pas nier qu'il y a aussi un côté messianique dans toute cette vague d'usagers qui prétend que les psychédéliques peuvent sauver le monde. Donc je pense à avoir avec ça. C'est vrai aussi pour certaines crises d'épilepsie, des crises extatiques par exemple, qui donnent des crises de délire mystique. Dostoïevski, si vous avez lu L'Idiot, c'est extraordinaire. En fait, le prince Mishkin, c'est lui. Il raconte ses expériences, et après, si on regarde dans la littérature et dans sa biographie, ce sont ses propres expériences. Il se sent tout puissant, il rencontre Dieu, il sent dans un état de transcendance absolument extraordinaire. Un souvenir. Donc tu vois, ça montre bien qu'il y a un rapport entre les prises de ces molécules, un dysfonctionnement peut-être au niveau du lobe temporal de certains réseaux de neurones, tu vois, et l'expérience elle-même subjective de la transe, de ce sentiment de toute puissance ou de sentiment extatique, de délire mystique. Quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs dans des états épileptiques qui touchent dans ces zones. Dans des états épileptiques qui touchent ces zones. Oui. On superpose la même phénoménologie. Alors j'ai une petite pression, je crois, par les organisateurs qui me disent qu'il faut qu'on rende. Sinon, ils vont éteindre la lumière et on va être obligé de passer la nuit ici. Juste pour conclure, dire quand même qu'il y a un champ de recherche dont tu as parlé, Lucie, d'ailleurs, qui va être intéressant. C'est le champ qui essaye de bloquer les effets subjectifs, donc des patients ou des usagers qui prendraient des psychédéliques, mais qui n'auraient pas d'effets subjectifs grâce à certaines molécules, notamment les antipsychotiques peuvent faire ça, qui va essayer de voir justement si en bloquant, il y aura le maintien des effets thérapeutiques sur le long terme.
Et peut-être, ça répondra aussi à la question de Thomas par rapport à l'empreinte mnésique, parce que des patients qui n'auront pas une empreinte mnésique, d'une expérience singulière, et qui peut-être auront des transformations, des changements qui seront visibles sur le long terme. Donc ça, c'est un champ qui va se développer, et dans les prochaines années, on aura probablement plus de réponses pour ces débats dont on a pu parler. Merci beaucoup aux organisateurs de Connivence, merci beaucoup à tout le monde, et merci au public.